Il y a un silence particulier qui s'installe sur un campus universitaire après 1 heure du matin. Ce n'est pas paisible. C'est un silence vide, d'attente, rompu seulement par le bourdonnement, lointain d'un réverbère ou le déplacement nocturne d'un raton, laveur dans les poubelles. À l'université Kingsley, dans le nord de l'État de New York, à l'automne 1970, c'était notre silence. Nous étions un groupe soudé à Hawthorne Hall, Mark, Chris, Derek et moi, Ben. Étudiants en pré-médecine, noyés dans les manuels, vivant de café et de bière bon marché. Notre seule règle, née de la nécessité, était la marche jusqu'à la bibliothèque à 1h45 du matin. La bibliothèque principale fermait à minuit, mais l'annexe médicale du bâtiment, Fletcher, restait ouverte jusqu'à 2h du matin pour nous autres, les étudiants désespérés qui bachotent. La marche durait 5 minutes à travers un quad devant le vieux terrain de football et jusqu'au bord du campus où Fletcher se dressait, solitaire et éclairé. Le seul point de repère sur ce chemin était le vieil arrêt de bus de la ville, une relique d'avant l'expansion de l'université. Un simple banc vert et un panneau métallique rouillé sous une lampe à vapeur de sodium clignotante. Aucun bus ne s'était arrêté là depuis 10 ans. C'était un mardi, le 13 octobre. Je me souviens de la date parce que c'était la première fois. Nous étions en retard, nous précipitant, notre souffle faisant des fantômes dans l'air froid. Alors que nous traversions du quad vers la route de service, la lueur ambre de la lampe de cet arrêt de bus traversait l'obscurité. Et en dessous, pendant sur le banc, quelqu'un était assis. Nous l'avons tous vu. Une fille, elle, attendait simplement. Sa posture était trop droite, trop immobile. Elle portait un manteau simple et sombre, ses mains jointes sur ses genoux. Ses cheveux étaient longs et sombres, cachant la majeure partie de son visage, inclinée vers le bas comme si elle lisait un livre qui n'était pas là. « Ça fait froid dans le dos ?» murmura Chris, accélérant le pas. Nous avons tous fait de même. C'était mauvais. Une fille seule à un arrêt de bus mort à presque 2h du matin, en 1970, on ne faisait pas que l'ignorer. On s'en éloignait. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous nous sommes plongés dans le bourdonnement, fluorescent de l'annexe pendant 1 heure. Sur le chemin du retour, le banc était vide. Nous en avons ri. Une fille bizarre du coin. Une étudiante en art stressée, prenant l'air. Rien. La nuit suivante, mercredi, à la même heure. Elle était là encore. Le même manteau. La même pose incroyablement immobile sur le centre exact du banc. La lampe clignotante la faisait sembler trembler. Une figure en stop motion. Cette fois, Derek, notre sceptique résident, a ralenti. « Hé, ça va ? Mademoiselle, il est tard !» cria-t-il. Elle n'a pas bougé. Pas un tic. C'était comme si elle ne l'avait pas entendu. Comme si le son ne pouvait l'atteindre à l'intérieur de la bulle de cette lumière de lampe. « Laisse tomber, mec !» dit Mark, sa voix tendue. Elle ne veut pas parler. Nous nous sommes dépêchés. Le sentiment n'était plus de la curiosité. C'était une peur sourde, une pierre dans l'estomac. Au retour, le banc était encore une fois vide. Jeudi soir, 1h45 du matin. Elle était là. Cette fois, en passant, je jure avoir vu sa tête s'incliner, juste un peu, suivant notre mouvement. Pas de visage, juste un mouvement de ce rideau sombre de cheveux. Un suivi silencieux. L'air autour de l'arrêt semblait plus froid. Une poche de plein hiver dans la nuit fraîche d'automne. Nous n'avons pas parlé. Nous avons juste marché plus vite. Un accord muet et mutuel de ne pas reconnaître le sentiment grandissant de mal. Vendredi, la peur était une chose vivante parmi nous. La marche vers l'annexe ressemblait à une marche vers un point de contrôle. Et oui, elle était là. Cette fois, quelque chose était différent. Ses mains n'étaient pas jointes. Une main reposait sur le banc à côté d'elle. Et dans la lumière jaunâtre et malsaine, je pouvais voir ses ongles. Ils étaient couverts de quelque chose de sombre, de la terre ou autre chose. C'est alors que Chris a craqué. Il était le plus pragmatique d'entre nous, futur chirurgien.
La peur irrationnelle le rongeait. En passant, il s'est soudain arrêté, s'est retourné et a fait 2 pas vers le banc. « Très bien, qui es-tu ? Que fais-tu ici toutes les nuits ? » Cet arrêt de bus n'est même pas en service. La tête de la fille s'est levée, lentement. Nous ne pouvions toujours pas voir son visage clairement, caché dans l'ombre et les cheveux. Mais nous avons senti son attention se concentrer entièrement sur Chris. Le réverbère a clignoté violemment, 1 fois, 2 fois, et s'est éteint pendant 3 secondes pleines, la plongeant dans le noir. Quand il a redémarré en vacillant, sa tête était penchée selon un angle contre nature, comme celle d'une poupée cassée. Moment d'engagement, en y repensant, c'était le moment où le mystère s'est transformé en autre chose. Le moment où une vision étrange est devenue une adresse personnelle. C'est la fine ligne, n'est-ce pas, entre voir quelque chose d'étrange et que ce quelque chose vous regarde en retour. Si vous avez déjà eu l'impression d'être observé par quelque chose qui ne devrait pas être là, une présence qui vous choisit dans une foule, j'aimerais en entendre parler. Partagez votre histoire dans les commentaires, elle pourrait être la prochaine. Et pour plus de récits véridiques et troublants tirés de l'histoire réelle, abonnez-vous. Maintenant, retour à cet arrêt de bus. Chris est revenu vers nous en chancelant, sa bravade disparue, le visage pâle. Nous ne sommes pas allés à la bibliothèque. Nous sommes directement retournés au dortoir. Nous nous sommes assis dans la chambre de Chris et Derek, la lumière du plafond allumée, essayant de rationaliser. « C'est une blague », a insisté Derek. Mais ses mains tremblaient en allumant une cigarette. L'idée d'une fraternité pour un bizutage d'Halloween. Nous n'étions qu'à la mi-octobre. Marc, qui venait d'une ville près de l'université, était silencieux. Finalement, il a dit « Mon grand frère a étudié ici. Il m'a raconté une histoire une fois, à propos d'une fille qui a disparu, il y a des années. Près du bord du campus, nous l'avons pressé. Il ne connaissait pas les détails. Juste une rumeur, une fille du coin. Quelque chose de mauvais. Nous avons laissé tomber, désespérés pour toute explication qui ne soit pas celle qui nous fixait en face. Samedi soir, nous n'avions pas besoin d'étudier, mais une compulsion morbide et terrifiée nous a poussés dehors à 1h45. Nous devions voir. Nous nous sommes tenus au bord du quad, regardant vers le bas de la route de service, vers ce cercle de lumière jaunâtre. Le banc était vide. Un soupir collectif et tremblant de soulagement nous a échappé. Peut-être que c'était fini. Une blague de mauvais goût qui avait fait son temps. Puis Derek a dit « Où est ce Chris ?» Nous avons regardé autour de nous. Chris n'était pas avec nous. Nous étions tous sortis du dortoir ensemble. La panique, rapide et froide, m'a traversé. Nous avons couru jusqu'à Hawthorne Hall, montant les escaliers 2 par 2 jusqu'au 3e étage. La chambre de Chris était vide, son lit pas dormi. Ses clés et son portefeuille étaient sur son bureau. Nous avons fouillé le bâtiment, le quad, avons crié son nom. Rien. Chris n'est jamais revenu. La police du campus a été inutile. Un étudiant en pré-médecine stressé s'est probablement éclipsé pour le week-end. Il réapparaîtrait. Mais nous le savions. Le silence dans notre groupe était étouffant. Lundi, Derek, les yeux creux et furieux, a déclaré qu'il allait obtenir des réponses. Il a passé la journée dans les archives de l'université, à la bibliothèque de la ville. Il est revenu à la nuit tombée, l'air sombre. Il l'avait trouvé. Un article sur microfilm du Kingsley Gazette, daté du 18 octobre 1957, 13 ans plus tôt, presque jour pour jour. Le titre disait « Une fille du coin disparaît, présomption de crime ». Eleanor Vance, 19 ans, une fille du coin qui travaillait à la cafétéria du campus. Elle a été vue pour la dernière fois, attendant le bus de nuit à l'arrêt de la route de service de l'université. Elle avait dit à une amie qu'elle devait rencontrer quelqu'un là-bas. Elle n'est jamais montée dans le bus. Elle a disparu. L'article incluait une petite photo granuleuse, un manteau sombre, des cheveux longs et sombres, un sourire timide. L'affaire s'est refroidie. Aucun corps n'a jamais été trouvé. Mais l'article mentionnait un suspect.
brièvement interrogé puis relâché faute de preuves. Un étudiant de l'université Kingsley nommé Alex Brennan. La police n'a pas pu prouver sa culpabilité. Brennan a changé d'université 1 mois plus tard. La voix de Derek était un grattement sec. On n'a jamais retrouvé son corps. Il pense qu'il l'a fait juste là, à l'arrêt de bus, puis l'a enterré quelque part dans les bois. Une hantise de vengeance, cela avait un sens terrible, folklorique. Elle était liée à l'endroit. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi se montrer à nous? La date, a chuchoté Marc. Elle a disparu à la mi-octobre. Nous sommes à la mi-octobre. Et l'article? Il disait que le bus arrivait à 1h50. Notre marche à 1h45. Nous étions là pendant ces derniers instants, nuit après nuit, rejouant la scène. Nous étions les témoins de son attente éternelle. Et Chris lui avait parlé. Il avait exigé de savoir qui elle était. Il s'était engagé. Mardi, un engourdissement s'était installé. Nous ne sommes pas sortis du dortoir. Mais Derek faisait les 100 pas, un animal en cage. Brennan, a-t-il craché. Alex Brennan. Il s'en est tiré. Il est probablement comptable dans l'Ohio et mène une vie normale. Et elle est toujours là. Une lumière sombre et téméraire était dans ses yeux. Et si elle ne nous veut pas? Et si elle veut lui? Et si elle se montre parce que c'est l'anniversaire du meurtre et que le meurtrier est ici? C'était la chose la plus folle que j'avais jamais entendue. Pourtant, c'était la seule chose qui collait. L'article disait que Brennan était étudiant. Et s'il était revenu? Pour une réunion, une conférence, pour rendre visite à un professeur? Et s'il était sur le campus, en ce moment même, et que sa présence la faisait ressortir, plus forte que jamais? Derek attrapait déjà sa veste. Le bureau des anciens. Il est ouvert tard pour un événement. J'ai vu une affiche. Ils auront des registres. S'il est inscrit comme étant sur le campus, Marc et moi avons essayé de l'arrêter. C'était fou, dangereux. Mais Derek était parti, poussé par un chagrin pour Chris qui s'était transformé en un besoin furieux de résolution. Il n'est pas revenu. La sécurité a trouvé le corps de Derek à 4 heures du matin, dans une ruelle étroite et bordée de briques derrière le centre des anciens. Le rapport officiel disait qu'il était tombé, s'était cogné la tête. Un accident tragique. Mais l'agent d'entretien qui l'a trouvé a raconté à un ami, qui a raconté à un ami dans notre dortoir, que le visage de Derek était figé dans une expression de terreur absolue, et que ses mains étaient serrées, ses ongles pleins de vieilles, boue humide et de feuilles pourries, comme s'il avait gratté le sol. 2 de nos amis étaient partis. L'université, sentant un scandale potentiel, nous a doucement encouragés, Marc et moi, à prendre un congé. Nous l'avons fait. J'ai changé d'université à la fin du semestre. J'ai essayé d'oublier. Pendant des années, j'y suis presque parvenu. Puis, à l'automne 1971, j'ai reçu une lettre de Marc, qui était resté dans la région. Elle était courte. J'étais à Kingsley le week-end dernier. Je devais voir. Je suis passé par l'ancienne route de service la nuit. Ils ont finalement enlevé le banc. Mais la lampe est toujours là. J'ai vu quelqu'un debout dessous. Juste debout. C'était le 17 octobre. Ce n'était plus une fille. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. J'ai compris. L'histoire, la hantise, avait évolué. Ce n'était plus seulement Eleanor Vance qui attendait. Elle avait rassemblé ses propres témoins, ses propres participants. Chris et Derek faisaient désormais partie de l'histoire, tissés dans le tissu de cet endroit. Leur disparition avait nourri la légende, lui avait donné un nouveau pouvoir. L'arrêt de bus près du campus a disparu. L'université a construit un parking sur toute cette zone. Mais les étudiants de Kingsley racontent encore une version de l'histoire. Ils l'appellent l'ombre de 1h45. Ils disent que si vous êtes dans cette partie du campus tard par une froide nuit d'octobre, vous pourriez voir plus d'une silhouette traînant dans l'ombre là où la lumière était autrefois. Pas seulement une fille en manteau sombre. Un petit groupe attendant en silence. Et si vous êtes assez stupide pour demander qui ils sont ou pourquoi ils sont là,
vous pourriez le découvrir. Vous pourriez devenir le prochain détail de l'histoire. La prochaine raison pour laquelle la légende devient un peu plus sombre, un peu plus froide chaque année.